Pour moi, le mot logement, ça évoque énormément de choses dans le sens que ça évoque autant du collectif que du solo. C'est difficile de penser à autre chose que la crise en ce moment quand on évoque le mot logement. La notion de sécurité et aussi la notion d'exploitation. Pour moi, ça a une place assez importante dans ma vie que j'ai choisi de vivre en coopérative d'habitation. C'est l'endroit où tu habites. On pourrait faire un bout au-dessus de la haine. Le temps d'une discussion, des gens de tous horizons viennent s'exprimer sur un enjeu d'actualité, mais surtout écouter, afin de déconstruire les peurs et comprendre l'autre. Car c'est au-delà de nos chambres d'écho que se trouve la richesse des nuances qui façonnent nos collectivités. Voici Chambre d'écho. Moi, je dirais que c'est de par l'éducation que j'ai reçue aussi. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui gagnaient bien leur vie. J'ai grandi à Paris, on a ensuite déménagé pour être en région et on a eu la chance d'avoir cette maison-là qu'on a toujours et ça a amené à avoir une certaine forme de dessin idéal de si jamais je devais reproduire mon enfance, entre guillemets, pour mes enfants, bah, j'aimerais que ce soit dans une maison que je possède, avec un petit jardin, quelque chose comme ça, ce qui fait que l'ensemble du travail que j'aurais fait aura amené à offrir un cocon et un endroit sécuritaire à ma famille et à ceux que j'aime. En ce moment, c'est quand même assez inaccessible pour plusieurs, puis j'ai l'impression que ça prend de la planification, puis ça prend pas nécessairement juste de la réussite monétaire, ça prend plus de planification. Ça, en soi, ça fait que ça montre un peu une réussite dans la gestion d'argent, on va dire, genre. T'sais, devenir propriétaire, c'est aussi avoir une certaine liberté sur ton terrain ou comme sur, dépendamment de tes objectifs. Fait que je pense que pour ça, c'est peut-être plus une réussite, justement, d'être propriétaire. Ça veut pas dire, parce que tu as une maison, que ta vie est nécessairement réussie, entre gros guillemets, mettons. Ça se peut que ta maison, tu l'aies héritée ou que tu l'aies gagnée ou quelque chose, ou que tu aies réussi à acheter une maison, mais que ta vie est vraiment mauvaise. Mais ça veut pas nécessairement dire que tout le monde qui a une maison ça veut dire que leur vie est accomplie. Puis moi, personnellement, ayant eu déjà une maison, je dirais même que moi, c'était pas dans mon plan de vie d'avoir une maison parce que je suis pas un manuel. Donc, quand tu dois prendre soin d'une maison puis que tu as ça en charge, c'est quand même un stress de plus, là. J'ai déjà été aussi propriétaire, en fait copropriétaire. Puis moi aussi, ça a été une perte de liberté quand même assez importante. Ça me tentait pas de passer mon été à faire des rénaux puis d'entretien. Parce que j'aime ça passer mon été dehors, à être libre puis à faire des activités que j'aime. Puis c'est pas que j'aimais pas les rénaux puis l'entretien, mais c'était pas ça que j'avais envie de faire. Fait que dans ma vie, dans mon entourage, dans ma jeunesse, j'ai eu plein de modèles de personnes qui étaient pas nécessairement propriétaires, puis qui vivaient très bien, puis qui étaient des beaux représentants aussi de cette liberté-là. De pouvoir justement changer de milieu, changer de job, voyager sans que ça soit une trop grosse responsabilité. Puis j'aime beaucoup les modèles coopératifs. J'aime beaucoup les modèles de cogestion. Fait que donc, t'es pas nécessairement propriétaire. Tu partages ces responsabilités-là immobilières avec d'autres personnes. Ça allège beaucoup la tâche. Puis en même temps, tu as une certaine sécurité. Même, je trouve que c'est un modèle qui apporte un peu plus de liberté que le modèle de logement habituel. Parce que là, oui, tu prends des décisions en groupe, c'est ce que le groupe il veut, mais c'est déjà plus pratique que toi, tu as quelque chose à dire là-dedans, que c'est juste ton propriétaire qui prend toutes les décisions, qui décide, les murs sont en blanc, fait que tous les murs seront en blanc toujours et c'est définitif. Puis c'est quoi, mettons, le modèle coopératif? Tu sais, dans le sens, c'est comment ça fonctionne, mettons? T'es pas propriétaire, là. Je dis, t'es propriétaire entre parenthèses pendant que tu vis à l'endroit de la coopérative parce que tu participes à la vie de la coopérative là, en payant ton loyer, bien sûr, mais aussi en faisant des tâches, là. Mais au final, c'est que tu abandonnes certaines libertés au sens de choix, de liberté d'action pour la liberté de... Tu peux partir à peu près n'importe quand, dépendant, j'imagine, des conditions d'utilisation de ta coop.
Évidemment, il n'y a pas de solution parfaite parce que sinon tout le monde la ferait, là, on s'entend. Mais c'est pas finalement chez toi complètement. Ça fait 7 ans que je vis chez quelqu'un d'autre. Oui, c'est chez moi parce que je paye un loyer, mais au final, à la seconde où mon proprio a décidé que je quitte, ben, je quitte le logement. Je pense que ça ne peut plus être l'idéal que c'était avant, là, dans le monde dans lequel on vit. D'une part, parce que faut vraiment être privilégié pour pouvoir acheter quelque chose, là. Le vivant m'intéresse vraiment beaucoup plus que les murs. Mm. Juste avoir un enfant, là, c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7. Si jamais tu veux sortir avec ton chum ou ta blonde, puis il faut que tu sollicites. Alors que si tu es dans un collectif où c'est non seulement permis, mais encouragé, que les enfants peuvent aller dans un appartement ou l'autre, parce qu'il y a d'autres enfants, parce qu'il y a d'autres parents qui la porte est ouverte. Fait qu'il y a comme une tendance à ce que de plus en plus de gens vivent seuls dans leur logement, que même effectivement une offre de logement de plus en plus vers du solo, là, du toit et demi, du loft, etc. Ça coupe un petit peu l'accès à certaines catégories de personnes, entre autres les familles, là. Par exemple, il y a des gens qui vont vivre, qui est une personne seule, va vivre dans un 4,5, ou alors un couple que ses enfants ont quitté la maison puis qui vivent encore dans un 6,5. Ça empêche une famille qui aurait besoin de ces espaces-là d'y habiter. Être propriétaire, genre oui, ça peut être un accomplissement, mais si ça t'endette pour rien parce que tu gères pas bien ça, si il y a des façons de mal gérer être propriétaire pour pas que ce soit avantageux. Puis, à l'inverse, il y a des façons d'être locataire que tu te dis, ben moi, mettons, au lieu de mettre de l'argent dans une maison, je le place de façon responsable. Puis après ça, ben je suis capable de me déplacer, changer de logement rapidement. J'ai pas à payer tout ce qui est les rénovations, j'ai pas à payer les bris, les imprévus. Il y a d'autres façons d'arriver à ces objectifs de vie et de retraite, on va dire, que ça. Mais c'est plus une option parmi d'autres. Ça enlevait un petit peu de pouvoir aux propriétaires d'augmenter exagérément leur loyer, le fait que les gens pouvaient céder leur bail. Mais maintenant, ça enlève des possibilités aux locataires de retrouver des logements qui sont abordables, là. Mettons, moi, je vis dans un logement qui appartient à un propriétaire qui a quasiment tous les logements, genre, de Rimouski qui sont alloués, genre. Entre mon loyer puis celui d'avant moi, ça a monté de 100 pièces. Ça fait des augmentations qui sont énormes. Fait que je pense que dans un contexte où tu as un proprio qui a un monopole, dans ce contexte-là, je trouve que la cession de bail, elle est justifiée. Mais dans un contexte où, mettons, justement, tu es un propriétaire unique qui a un seul logement puis que tu fais full attention à à tes locataires, si jamais tu essaies de le faire céder à quelqu'un qui est pas correct, je pense que là, ça peut être justifié de pas toujours permettre la cession de bail, mettons. Veut pas, le propriétaire reste le maître décidant. Je loue à X qu'elle veut céder à Y, mais que je suis pas d'accord, ben ça reste encore mon logement. Faut que ce soit pour des bonnes raisons. C'est sûr que si c'est pour des questions de racisme ou quoi que ce soit, là, je suis pas d'accord, parce que ça vient jouer sur autre chose. Mais tu veux céder ton bail à ton ami, mais cette personne-là, dans son dossier, ça fait 6 mois qu'elle paye plus de loyer. Je suis en droit de me dire que ben, non, je m'excuse, mais j'ai comme pas le goût de potentiellement pas avoir de loyer pour les 6 prochains mois. C'est on place souvent le propriétaire comme le gros méchant de l'histoire qui veut juste faire du cash, qui veut juste faire ceci. Mais la réalité, c'est que dans les faits, ben, c'est le propriétaire qui a fait les efforts pour pouvoir investir dans le logement, acheter la bâtisse. Si la bâtisse roule pas, tombe, que les murs tombent, qu'il y a quelconque enjeu sanitaire, c'est le propriétaire qui est en charge là-dedans. Ben, toute cette charge-là est complètement oubliée et ben, en fait, elle est éclipsée par juste la notion de « Ah, mais il fait juste ben du cash avec son logement. » Oh oui, mais il en met des heures, puis il en a mis des heures avant, il en a mis des heures pendant, il en met après pour pouvoir avoir ce logement-là, garder ce logement-là en ordre et avoir aussi, fatalement, le fruit de son travail, veut pas, tu sais. Je pense que ça dépend justement des raisons de pourquoi je veux céder le bail et de pourquoi je veux pas que tu cèdes ton bail. Je connais quelques personnes qui ont fait des sessions de bail, puis eux autres, c'est genre, ouais, ben je le donne à mon coloc. Et ça se peut que, genre, que si toi, t'es en colocation avec ton ami, mais c'est ton ami qui a sur le bail,
Puis là, ton ami décide, ah, ben moi, je déménage à Montréal, ben tu peux te retrouver le lendemain, genre, plus de logement, parce que ton propriétaire a décidé que la session de logement, ça se faisait pas. Alors que tu habites déjà Fait que là, là. tu te ramasses dans la rue. La discussion est biaisée par le fait que moi, je suis de celles qui pensent que d'avoir un toit sur la tête, c'est un droit humain fondamental. Oui. Alors qu'il y ait quelqu'un qui, au nom de la propriété, de la chose qui m'est vitale, m'enlève des droits ou enlève des droits à des individus, je trouve que ça déplace le débat ou la discussion dans des zones qui ne devraient pas avoir lieu entre êtres humains et de droits fondamentaux. Mhm. Oui. Ce règlement-là ou cette loi-là est à l'avantage de la propriété du propriétaire et non à l'avantage des droits humains fondamentaux. Puis c'est là que moi, ça me... Je suis mal. Oui, non, c'est sûr. C'est vrai que J'ai j'avais un pas vu dans ce malaise par sens-là. rapport à ça. Ouais. Quand tu n'as plus rien, c'est probablement la chose la plus difficile à aller chercher. Tu sais, à la limite, tu sais, les gens dans la rue réussissent quand même à manger, pas nécessairement bien, mais quand même à manger parce que avoir un peu d'argent puis manger, alors que tu peux pas, avec un peu d'argent, te loger. Là. Fait que te loger, c'est vraiment... c'est le besoin qui te permet vraiment de sortir, je pense, d'avoir une chance de te sortir un petit peu d'un état de survie quotidienne. Si tu entretiens ton bien, si tu l'améliores, fatalement, tu as mis... Exemple, tu as un 5,5, tu rajoutes un balcon et un sauna dedans. C'est sûr que tu vas pouvoir le louer plus cher. Et là, on reste sur la question de profit sur les Mais biens en ce fondamentaux. moment, c'est pas vraiment ça qui arrive. Il y a beaucoup de monde, le bail, il termine, puis juste pour le fun, ah, le prochain, je vais payer 500$ de plus. Oui, mais c'est ça Mais que je tu dis. fais pas de rénovation dedans, ou tu fais comme juste le remettre dans le même état. Ça justifie pas l'augmentation. Mais là, il y du a un loyer. problème. Mais c'est pour ça que je dis imposer des lois et peut-être une vérification, n'importe quoi, peut-être des dossiers de justification d'augmentation de loyer à la fin d'un bail. Toutes ces lois-là existent déjà. Ah, OK. La seule chose, c'est que les lois ne sont pas également respectées par les propriétaires et les locataires. Exemple, il y a une loi qui dit que dans tous les cas, que tu changes le bail ou pas, tu dois, c'est le TAL qui fixe le pourcentage maximum d'augmentation de loyer. Le temps. Puis, ouais, Tribunal administratif administratif. du logement. Voilà. Merci. Donc, toutes ces lois-là existent déjà. La seule chose, c'est que c'est le locataire qui a la responsabilité. Admettons que moi, je reprends un logement que Charlie a quitté et qu'on re-signe le bail. Donc, elle ne me cède pas son bail. Là. On re-signe un nouveau bail avec des nouveaux propriétaires. Puis là, le propriétaire écrit dans le bail, il y a une carte dans ton bail, c'est écrit le prix de l'ancien loyer. C'était quoi le prix de l'ancien loyer juste avant moi? Si c'est la vérité, je peux vérifier à quel pourcentage a été l'augmentation. Ceci étant, je n'ai pas de moyen de savoir s'il dit la vérité ou pas. À moins J'ai que tu aucun te sois moyen. inscrit dans le registre des logements. Mais ça, c'est très nouveau, ça. OK. Puis le registre des logements, tu n'es pas obligé de pas t'inscrire. Il n'y a obligatoire, ouais, personne. c'est ça. C'est la nouvelle mesure qu'on se dit, ce serait donc bien le fun que ça devienne obligatoire pour que, justement, on puisse avoir accès à ça. Mais ça ne l'est pas. Donc, c'est complètement la responsabilité du locataire de faire une enquête Joe bidon, à peu près basée sur rien, pour essayer de prouver est-ce que je me fais arnaquer par mon propriétaire puis qui a augmenté le logement d'un pourcentage qui n'était pas légal. Mettons, dans un contexte où il y a un taux d'inoccupation super faible. Mettons, moi, quand c'était le temps de me trouver un logement, je vois une annonce de immobilière, mettons, qui dit, OK, ben voici un logement publié il y a 5 minutes sur Facebook. Je suis comme, wouhou! J'appelle tout de suite. Elle me dit, hey, salut, t'es la 6e à appeler. Je suis comme, hey! Genre, bonne chance, là, la demande est tellement élevée que t'as même pas moyen de prendre le temps de vérifier ça. Tu peux signer ton bail à la hauteur du montant que ton propriétaire t'a proposé, puis tu as un recours, tu as 2 semaines, je pense, pour prouver que c'était pas le bon montant qui était écrit ou que c'était une hausse abusive. Tu as 2 semaines. Puis là, tu peux revenir, puis... Mais là, c'est toute la procédure judiciaire, Ouais, là. c'est Faut ça, que tu essayer. évaluer ton point, puis il y a des chances que ton propriétaire t'aime plus. La location, le monde, il disait souvent, genre, quand t'es en appartement, c'est pas toi qui fais tes propres rénaux, t'as l'eau qui pète, tu payes ton propriétaire. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu as un propriétaire qui fait pas ça? Moi, c'est mon cas, que j'ai un propriétaire que ça y a pris 2 mois fixer le robinet qui coulait à 2 cm de mon lit parce que je suis en résidence étudiante. Si j'habitais dans une maison, oui, ça m'aurait coûté peut-être 5$ pour pouvoir rénover ça, ou j'aurais dû le faire moi-même, changer la petite pièce de mon lavabo. Mais là, en appartement, je pouvais juste pas.
pourtant, je suis un locataire, puis je suis pas propriétaire, mais je trouve que c'est aller peut-être un peu trop loin dans tu sais, le libre arbitre des gens, puis il y a un certain contrôle à avoir, mais je trouve que là, peut-être, ça serait trop loin d'aller dans le contrôle, de mettre des plafonds au niveau du logement, de prix du logement. J'ai l'impression que ça revient un peu à quand je disais il y a des proprios qui ont des monopoles puis il y a des proprios qui en ont pas, tu sais. Si, mettons, t'as un logement puis il faut juste que tu payes tes taxes, genre. Quand le marché immobilier augmente, bien, les taxes de ville, des fois, municipales, augmentent puis essayent de s'ajuster. Puis c'est notamment ça qui fait que, comme il y a des hausses de loyers qui peuvent être plus importantes, comme, mettons, cette année avec le 5,95, 98, ce qui fait que, des fois, les proprios, c'est pas nécessairement à profit qui augmentent le loyer, c'est juste pour subvenir aux dépenses supplémentaires qui viennent avec leur logement. Fait que si on plafonne pour permettre à tout le monde de avoir un logement, parce qu'on parlait du droit fondamental tout à l'heure, mais je trouve que ça devrait juste être désavantageux pour certains propriétaires qui sont pas là pour faire de l'argent, tu sais. T'sais, quand tu fais inspecter ta maison, qu'ils disent « Ah, ta maison, elle vaudrait 225 000 », je pense qu'il y a un système un peu plus que, genre, quelqu'un puisse dire, genre « Ah, cette maison, ce logement-là, c'est un 2,5, c'est tel niveau de rénovation, tel niveau d'une école, ça devrait coûter ce prix-là, puis genre un pourcentage, je peux pas mettre plus que, genre, mettons, 10 de l'évaluation. » Je pense que ça marcherait mieux parce que là, ce qui arrive ces temps-ci, c'est que tu as genre des 1,5 miteux à Montréal qui vont pour 1 800 par mois, là. Oui, je pense qu'il faudrait que ça soit plafonné et limité, là, le prix. Ce qui peut être fait, ça peut être de dire, mettons, t'as pas le droit d'augmenter à plus de 50% si jamais tu remets pas tant d'argent dans le logement ou si t'as pas que tes charges représentent moins que tel pourcentage de ton revenu. Je sais pas. Il y a peut-être une manière de le calculer pour permettre d'aller chercher peut-être plus de profit, mais à condition qu'il y ait un investissement, ce qui peut permettre dans un sens d'éviter la situation que le loyer augmente sans que tu aies de logements qui ne changent pas, là. On n'a pas parlé de rénoviction là, jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup, beaucoup de propriétaires qui vont utiliser, parce que le règlement est fait de cette façon-là aujourd'hui, c'est que l'argent que tu investis dans ton immeuble, tu peux faire augmenter ton loyer en conséquence. Bon, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de propriétaires qui vont finalement faire des rénovations, qui vont rendre le logement inaccessible financièrement aux personnes qui étaient là avant, puis qui vont mettre ces logements-là sur le marché. La grosse crise du logement, un des gros facteurs, c'est Airbnb, que ça a vraiment été prouvé. Il y a vraiment eu des recherches. Il y a vraiment beaucoup de monde, des blocs d'appartements, des maisons entières que le monde, ils achètent, ils investissent pour qu'après ça, ils puissent aller les revendre. Tu sais, si toi, ton quartier devient de plus en plus gentrifié, mais tu n'as pas nécessairement les moyens, avec toute cette gentrification-là qui se passe, bien, tu n'as peut-être pas le choix de dépendre de ton loyer pour réussir à subvenir à tes besoins rendus là parce que tout autour de toi commence à être plus cher, puis déménager, c'est peut-être pas nécessairement une option, tu sais. Mais ce que j'en doute, mais j'aimerais ça, genre. Vous voyez, comme ce serait tellement beau, mais j'ai l'impression que c'est encore un problème genre systémique. Comme tout notre modèle économique, tout notre modèle de vie humaine est basé sur la croissance. Fait que ce serait magnifique, puis j'aimerais vraiment ça qu'il y ait un modèle qui soit autre que ça, mais j'ai l'impression que ce serait très difficile à instaurer. Il faudrait que tout le monde s'y mette pour que ça fonctionne. Sauf que si tu as un ou deux multimilliardaires qui décident qu'ils ne se plient pas à ça, bien, ça se peut que ça fasse tout écrouler le système parce qu'il y en a deux qui ont décidé de ne pas suivre le groupe, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'en doute, mais j'aimerais bien ça que ça fonctionne, tu sais. Je doute aussi de la volonté, en règle générale, de la société à vouloir changer parce qu'on est trop dans nos codes, on est trop dans nos habitudes. C'est quand même intéressant de se dire, bien, en ce moment, on pourrait passer, exemple, d'un marché presque totalement régulé par le marché à quelque chose d'un petit peu plus hybride, là. Donc, avec un parc immobilier qui soit pas géré par le profit, qui soit pas dicté par le profit, mais qui soit plutôt dicté par les droits humains, par exemple. Puis tout en laissant quand même une certaine marge de manœuvre à la possibilité d'avoir des chalets, des habitations locatives qui puissent répondre à certains marchés
un certain libre marché, par exemple. Donc, juste rétablir... en ce moment, il y a comme un déséquilibre du côté du profit sur quelque chose qui est fondamental pour tout le monde, mais on pourrait augmenter le pourcentage comme dans certains pays. Puis, je veux dire, je pense qu'on pourrait apprendre de d'autres pays puis de voir qu'est-ce que ça fait dans la société. Est-ce que ça génère plus d'équité? Est-ce que ce pourcentage-là devrait être plus grand, plus petit, ou etc., là, tu sais? L'itinérance qui est de plus en plus présente, cette itinérance-là, elle prend de plus en plus de place. C'est les effets de cette crise du logement-là. Puis l'itinérance apporte son lot de problèmes, hein, de la consommation. Ces personnes-là vont souvent consommer, que ce soit de l'alcool ou des drogues, quoi que ce soit. Donc, ça crée parfois des conflits à l'intérieur des itinérants eux-mêmes, mais aussi à l'extérieur, les vols, etc. Donc, les gens même qui vont être envahis par cette itinérance-là, même des gens qui vivent bien, qui ont vu dans des belles maisons, vont peut-être être pris, plus capables de sortir sécuritairement de chez eux parce qu'il y a tout ce qui se passe, là, tout ce qui est ce genre de choses-là. Puis à un moment donné, on n'aura peut-être plus le choix. On va être poussé par le fait qu'il y a un conflit social puis qu'il y a une certaine population qui se révolte parce qu'il n'y a plus d'accessibilité. Là. Est-ce qu'il faut attendre d'arriver là? Et espérons que non. Bien, moi, je voulais dire que la question, c'est pas si on devrait ou si c'était possible de l'appliquer, genre, mettons, demain dans notre société. Si c'est possible qu'elle existe. Puis moi, je pense que oui, c'est très possible qu'il y ait sociétalement, qu'il y ait une société que eux autres, le logement, ça soit pas fixé par l'argent. Et c'est entièrement possible. Je trouve même que ça devrait être ça. Moi, je trouve que c'est difficile parce que, tu sais, mettons, tu regardes des initiatives comme l'Utile à Rimouski, genre. Puis je suis comme chapeau, là, c'est hot, là, des logements abordables, puis tout. Puis tu le regardes en pratique, puis tu dis, OK, mais là, c'est juste des lofts. Bien, c'est pas juste des lofts, mais il y a plusieurs lofts à 700$. Comme, est-ce que c'est vraiment un logement abordable, même si c'est censé être un logement abordable pour les étudiants, tu sais? J'ai l'impression qu'il y a la mise en pratique de comme c'est tellement rendu cher, les matériaux acheter, construire, que même si tu veux faire des trucs abordables, c'est difficile, genre. Fait que je me demande, tu sais, comment est-ce qu'on va se rendre là? C'est sûr que les programmes d'aide au logement ou les programmes sociaux, c'est des impôts supplémentaires, puis c'est en fait, c'est une augmentation de la redistribution des richesses, là, mais je pense que ça peut pas se faire en vase clos. On peut pas juste changer ça sans changer un paquet d'autres affaires, comme par exemple toute la façon dont les impôts sont prélevés en ce moment, là, toutes les fourchettes salariales pourraient être augmentées en faveur d'une meilleure répartition. Là. Déjà, ça serait vraiment aidant. La construction pourrait faire partie des communs. Là, il y en a ça commence à émerger, là, des entrepreneurs qui sont de type communautaire et donc qui vont permettre la construction de logements moins chers que des entrepreneurs qui ont des objectifs de profit dans la construction. Mais donc, ça ne peut pas juste se faire en vase clos. On ne peut pas juste dire on va faire ça, mais sans changer les impôts, sans changer la façon dont on construit, etc. Là. Si on se parlait doucement sur un autre temps, dans un autre champ de vision. C'est pas tant qu'on pense comme tout le monde, je pense qu'on a chacun notre manière de penser au final, mais que je pense qu'on se donne peut-être, pour se donner bonne conscience ou quoi que ce soit, on se dit qu'on pense comme tout le monde, mais qu'au final, on a toutes des variations de notre manière de penser. Je pense que ça peut être confrontant aussi de se rendre compte que les autres n'ont pas nécessairement les mêmes opinions que nous. Puis souvent, nos choix sont dictés par nos valeurs. Là. Comme par exemple le travail que je fais, bien sûr, ça a un rapport avec mes valeurs. Donc, si je suis entouré de gens qui pensent à peu près les mêmes choses que moi, ma famille... On ne peut pas avoir des opinions tranchées sur rien, c'est pas possible parce que le monde est fait de nuances, puis c'est important de les comprendre, puis donc d'écouter et de comprendre. Moi, j'ai l'impression justement qu'on est de plus en plus aux extrêmes, puis qu'il y a de moins en moins comme de points de rencontre d'opinion.